Salut, c'est Sébastien Chabal. Retrouvez-moi dans Click sur Canal+. Ça va bien? Bonjour, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est ta première fois dans Click. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Mais une de tes premières fois dans une longue interview. Tu parles quasiment jamais. Non, c'est pas ma passion. Et puis, qu'est-ce que j'ai raconté? Voilà. Aujourd'hui, je suis rangé des affaires. Ma carrière de sportif de haut niveau est loin derrière moi. Ça fait déjà 10 ans que j'ai arrêté. Donc voilà, je suis toujours ce sport avec beaucoup de passion, mais je suis passé à autre chose. Mais le palmarès est quand même assez dingue. Titre de champion d'Angleterre, tu as aussi remporté 2 tournois Destination, dont un Grand Chelem en 2010. Tu as participé 2 fois à la Coupe du Monde. Tu es consultant au Canal Rugby Club. C'est diffusé tous les dimanches à 20h25 en clair sur Canal+. Et tu es surtout aujourd'hui un véritable entrepreneur. Nouveau projet dans la restauration. Et est-ce qu'on t'a souvent dit que ce morceau parlait de toi? Chabal. Chabal. Ah, je savais pas qu'elle avait été faite pour moi. Ah, merci, Voilà. merci. Je vais la garder, celle-là. On te la faisait la blague ou pas? On me l'a faite un petit peu, ouais. Mais maintenant que tu me dis que cette chanson a été écrite pour moi, Écoute, elle va me tenir à cœur. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier d'entrepreneur? J'ai vu qu'il y avait un nouveau projet avec Johan Richard, premier champion non américain du concours du meilleur burger organisé à Dallas chaque année. Lui, il a remporté en 2023. Exactement. Alors, il faut revenir un peu en arrière. Moi, j'ai arrêté ma carrière, comme je te le disais, il y a 10 ans, en 2014. Et je ne me voyais pas rester dans un club. Être entraîneur, c'était pas mon ambition, pas ma volonté, pas mon envie. Je pense que j'en avais potentiellement pas les qualités. Et de par mon parcours, j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup de patrons de boîtes. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc j'avais pas mal échangé. Et c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat est passionnant parce qu'il y a 1000 univers à aller gratter. Il y a des projets à monter, des équipes à construire. Et c'est vraiment vers là que je me suis dirigé. Alors pendant 3-4 ans, j'ai balbutié de projet en projet. Je suis allé rencontrer des gens, découvrir. Et mon épouse, qui est sage, il faut toujours écouter son épouse, m'a dit, là, t'es en train elle m'a dit, mais là, tu es en train de t'épuiser, tu fais beaucoup de choses, c'est génial parce que tu apprends, mais là, il faut te poser et puis regarder ce que tu vas construire sur le long terme. Donc, j'avais monté ma marque de vêtements en 2009 avec des professionnels du textile et j'ai essayé de racheter cette marque. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de salariés, la boîte marche plutôt bien et j'avais toujours imaginé monter une boîte dans la food, quelqu'un de gourmand. Un kiffeur. Ouais. Mais c'est canon. Canon. Et j'ai rencontré Johannes Richard, qui est originaire de Nîmes, qui s'est pris de passion pour le burger. Alors c'est un garçon qui est un peu jusque boutiste. Il avait participé au championnat du monde en 2022, il a fini second. Il s'est dit, je ne vais pas rester là-dessus. Il est reparti en 2023 et on s'est rencontrés juste avant qu'il parte. On l'a équipé, lui et sa team. Il a été champion du monde. Et rapidement, on s'est dit qu'on allait bosser ensemble. Il fait des burgers qui sont juste géniaux. Et l'idée assez basique de départ était de monter une franchise de burgers haut de gamme. Et on a regardé un peu le monde de la restauration, on a regardé un peu ce qui s'y passait. Depuis le Covid, le monde de la restauration a été un peu impacté, disrupté. Tu as des Uber Eats, des Deliveroo qui te sortent les clients du restaurant. Et bien on s'est dit, plutôt que de lancer une franchise, on va essayer d'aller tous s'aider et de rentrer dans la cuisine du restaurateur. Donc on a monté un modèle de pop-up resto, voilà, des compagnons de Joe. Et une fois par mois, on crée des événements dans des restaurants partout en France. Voilà, des restaurants qu'on qualifie, qui viennent nous demander d'être là ou qu'on va chercher. Mais quand on fait quelque chose comme ça, on est au contact des Français, on est au contact des restaurateurs, souvent des restaurateurs qui souffrent. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que tu entends, toi, comme remontée de l'état du pays en ce moment? Du moral de ceux qui veulent entreprendre, qui veulent faire des trucs? Alors déjà, pour être entrepreneur, il faut avoir les bien accrochés parce que c'est compliqué, parce qu'on est dans un pays où l'échec est montré du doigt. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, on plante sa boîte, on dit ça y est, t'es prêt à faire une boîte. Ouais, il faut planter plusieurs projets pour vraiment avoir cette reconnaissance et on comprend d'où tu arrives. Alors ça, c'est un peu cliché, on le dit souvent, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on n'est pas beaucoup aidé. On est souvent tout seul. Enfin, moi qui ai grandi dans une équipe de rugby avec un staff autour, des gens qui sont là pour
qu'on pense qu'au sport, et ben, quand on est patron d'entreprise, quand on est entrepreneur, ben, on est un peu tout seul. Mais c'est le lot de tous les entrepreneurs. Le premier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer un jour, genre la connerie à jamais faire, que tout le monde fait. Ben, croire que tu vas pas te planter. Voilà, parce que ça va arriver, parce qu'on fait plein de conneries, parce que le conseil, c'est il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Il faut savoir écouter, il faut savoir être ouvert, mais il faut rester assez focus sur ses convictions de base, en sachant bouger quand même les curseurs à des moments, parce que le monde évolue tellement vite, la vie va tellement nous prend tellement rapidement qu'on ne peut pas rester campé sur des positions. Il faut savoir s'adapter. En fait, l'adaptabilité est vraiment quelque chose d'important, et c'est vrai que ça, je l'ai du sport, parce qu'un match, les matchs, on les préparait, on regardait des vidéos de nos adversaires, on préparait tout, on avait nos stratégies de jeu, et l'adversaire, malheureusement, ce jour-là, il jouait pas comme on l'avait pensé, et tout de suite, sur l'instant, il fallait s'adapter, et on était seuls avec nous-mêmes, les joueurs. Quand tu es sur le terrain, l'entraîneur, il a beau dire ce qu'il veut, il est dans la tribune, il peut crier tout ce qu'il veut, personne l'entend. Donc voilà, l'adaptabilité et la réactivité, il faut être agile, en fait. Qu'est-ce qui cause le plus de mal à dormir? Est-ce que c'est l'échéance d'un grand match, ou d'entrepreneur en disant « Ok, j'ai telle galère, tel truc, tel crédit ». Alors, le seul truc qui m'empêchait de dormir, ça va te faire rire. Alors, c'est pas un match, c'est pas l'entrepreneur. Quelqu'un qui ronfle? Hein? C'est quelqu'un qui ronfle? Non, c'est moi qui ronfle. D'accord. C'est la première fois que j'ai fait Les Enfoirés, où il fallait que je chante avec Jean-Jacques Goldman sur scène. Là, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Voilà, parce que là, c'est un domaine que je connaissais pas. Alors, l'entrepreneuriat, je l'ai appris, mais on se dit qu'on peut apprendre à être entrepreneur. Mais apprendre à chanter, ça se fait pas. Et c'est la seule fois où j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est la veille du premier concert où il fallait que je chante sur scène. C'est comment de travailler avec Jean-Jacques Goldman? C'est de travailler, on va dire, c'est un grand mot, ouais. C'est extraordinaire. Ben, là, tu vois, je suis arrivé, on s'est dit bonjour. Avec Jean-Jacques, ça a été pareil, on s'est assis, on était sur le même fauteuil, il a pris sa guitare et il m'a dit, je vais t'écouter, en fait. Et puis rapidement, il m'a dit, en fait, arrête, essaye pas de forcer. Première fois, j'aurais voulu être un artiste. La chanson qui monte un peu haut, qui est un peu compliquée, voilà, ça s'est super bien passé, le spectacle est passé, personne ne s'est aperçu de rien, mais j'ai oublié 3 phrases dans la chanson, mais c'était génial, c'est un homme magnifique, et moi j'ai ce souvenir de lui, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je l'ai côtoyé quelques soirées, où il attendait la fin des concerts pour rentrer à vélo dans la nuit, et pour pouvoir profiter de Paris la nuit et être tranquille. Ça, c'est une marque de simplicité qui est incroyable. C'est parce que c'est un kiffeur, en fait, aussi. Exactement. Ouais. Ah, j'aime bien ce mot kiffeur. Mais oui. Hein? Et surtout, on parle des enfoirés parce que on est dans un moment où le froid est en train de détruire des vies partout, où les gens sont en galère. N'hésitez pas à envoyer des dons, à aller aider les gens qui font des maraudes et à aider les Restos du Cœur, c'est important. Exactement. Il y a plein de grands sportifs qui ont fait des reconversions. On a parlé à Teddy Riner, pour lui, de l'après-sport. Il n'était pas aussi à l'aise. La retraite, c'est qu'est-ce que tu vas faire réellement demain? Qu'est-ce que tu vas faire quand le livre se ferme? Le téléphone, il va sonner beaucoup moins. Il faut en être conscient. Si tu n'es pas conscient de ça, comme dirait Jean-Claude Van Damme, il faut rester aware. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est important parce que si tu ne te prépares pas à ça, tu la prends, la claque. Tu la prends et ça fait mal. Bien sûr qu'elle fait peur. Partir en voyage, vivre des moments uniques entre athlètes, les confrontations sur les tapis, les visites des différents pays, des différentes cultures. C'est quelque chose qui a manqué. Alors tu me diras, ouais, mais tu pourras toujours partir. C'est pas pareil. Ouais, moi j'ai plutôt pris ça comme un nouveau match, en fait. Et j'aime pas trop parler de retraite. Voilà, j'ai eu une première vie professionnelle. Mais comme aujourd'hui, plein de gens changent de job, changent d'univers. Alors j'ai eu la chance de vivre une parenthèse assez extraordinaire, d'avoir la chance d'être sportif de haut niveau, c'est juste dingue, on vit des émotions qu'on ne retrouve pas et que je ne retrouverai jamais, c'est une certitude, mais voilà, c'était une première vie professionnelle qui m'a apporté tellement de bonheur et tellement de joie, et qui a construit aussi la personne que tu as en face de toi, parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti à la base, je suis plutôt timide, voilà, le fait d'avoir été mis en avant, ça m'a permis aussi de me révéler et de me connaître, mais aujourd'hui c'est vraiment une deuxième vie professionnelle, et c'est vrai que quand j'en parle des fois avec des amis, je me dis dans 10 ans, dans 15 ans, quand je vais me retourner, vraiment, je ne sais pas quelle vie professionnelle aura été la plus passionnante. Tellement la vie d'entrepreneur
est extraordinaire. Enfin, à mes yeux, à mon sens, parce que j'ai ce goût de la curiosité, j'ai cette appétence un peu pour le risque. Ça raconte aussi quelque chose de Sébastien Chabal. Il y a plein de grands entrepreneurs qui n'étaient pas les plus doués à l'école, qui n'étaient pas prévus au programme. C'est une phrase que beaucoup d'entrepreneurs disent. T'as vu mes bulletins scolaires? Ouais, bah, on va en parler. On va en parler. Naissance à Valence le 8 décembre 77 et arrêt de l'école en 3e, après le brevet. Non, pas tout à fait. Alors? Après, j'ai fait un BEP micromécanique. Ouais. Et j'ai fait un bac pro productique mécanique. Donc voilà, je me suis vite dirigé vers des métiers manuels parce que la matière générale n'était pas tout à fait mon fort. Il paraît qu'il y a une prof de maths qui t'a dégoûté de l'école. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Ça devait être en 5e. Madame Fiori, hein, on va la citer. Hein. J'étais pas très organisé, je suis plutôt un bordel, donc mon cahier, les feuilles n'étaient pas toutes bien rangées, le cahier était un peu corné, et pourtant les maths c'est une matière que j'adore. Et un jour elle est arrivée, elle a vu mon cahier un peu défait, elle a ouvert la fenêtre, elle a secoué, et je lui ai dit un mot d'oiseau, et elle m'a envoyé chez le proviseur, et de ce jour-là, je suis quelqu'un d'un peu con certainement, de ce jour-là j'ai détesté l'école en fait. Je me suis braqué face à l'école. Pourtant, j'étais plutôt un bon élève. Et ben, je me suis braqué et j'ai plus rien fait, en fait. Je me suis mis à faire des bêtises, à m'amuser avec mes copains et à plus travailler. Et c'est pour ça qu'après la 3e, je suis parti faire un métier manuel parce que j'aime aussi les métiers manuels, j'aime les objets, j'aime créer. Et c'est un métier que j'avais choisi, qui m'a passionné. Ce premier métier, c'était tourneur-fraiseur? Tourneur-fraiseur, oui, exactement. C'était passionnant. C'est quoi la journée d'un tourneur-fraiseur? Eh ben, la journée d'un tourneur-fraiseur, tu arrives le matin, il y avait les commandes numériques qui commençaient à être un peu de partout dans les ateliers, donc tu allais dessiner tes plans, tu recevais une commande, on te demandait, on bossait beaucoup pour l'aéro, pour le nucléaire, pour l'automobile, donc des pièces très importantes avec des matériaux qui étaient précieux, on regardait la pièce, on la dessinait sur l'ordinateur, on créait les programmes, et puis derrière on rentrait le programme dans la bécane, on mettait notre bloc de ferraille dans la machine, et puis voilà, la machine se mettait en route, et c'était la magie de partir d'un gros bloc de ferraille et puis avoir une pièce finie. Et puis c'est de la mécanique de précision, c'est au micron près. Ah oui, c'est au micron près, ouais. Alors j'ai commencé micro-technique, alors là c'était vraiment sur des toutes petites pièces. Avec mes grosses mains, c'était peut-être pas le truc idéal. Après c'était de la mécanique générale, on va dire, mais toujours sur de la précision. Le micron, il fallait le tenir des fois, et un micron, c'est pas gros, du tout. Et ce qui est quand même dingue, c'est que tu es je vais pas utiliser l'expression transfuge de classe parce que plein de gens la galvaudent, mais partir d'être le mauvais de la classe, l'ouvrier, à le grand sportif, à l'entrepreneur, dans un pays qui, de l'autre côté, dit la Startup Nation, les ouvriers, c'est de plus en plus compliqué, mais les entrepreneurs aussi, c'est compliqué. Où est-ce qu'on se situe? Comment est-ce qu'on la voit à l'époque? Comment on le voit, le pays? Parce que tu as toutes les grilles de lecture, en fait. Alors, c'est compliqué. Oui, alors moi, je suis issu de la classe moyenne. Voilà, mon papa était chauffeur de poids lourd. Ma maman a été femme de ménage. Elle a fait plein de petits jobs pour ramener un peu d'argent à la maison. On n'a manqué de rien. Voilà, on a été élevés avec beaucoup d'amour. Et donc, c'est compliqué de passer d'une classe à l'autre. Déjà, ça c'est un truc qui est hyper compliqué parce que je pense qu'on est un peu formaté pour rester dans la classe dans laquelle on est né. Mis à part si, gamin, vous avez intrinsèquement cette envie, cette rage de sortir et d'aller ailleurs, ce qui n'était pas moi. Moi, j'étais un gamin plutôt gentil, plutôt discret, j'allais être ouvrier, et ma vie était très belle et j'étais très heureux de ça. Et le rugby, par hasard, m'a amené ailleurs, m'a propulsé un peu sur le devant de la scène, et j'ai vécu des choses incroyables. Et du coup, j'ai passé 2, 3, 4, 5 classes sociales, et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des restaurateurs. Je me sens bien plus à l'aise avec un restaurateur ou avec un fermier ou avec un producteur qu'ici sur un plateau. Même si j'ai l'habitude de le faire un petit peu, je le fais pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Voilà, pour moi, la vraie vie, elle est en bas, en fait. La vraie vie des gens,
La vraie vie, c'est celle de ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les jours, vraiment. Alors ça, ça peut être aussi un cliché, mais la vraie vie, c'est la vie de 98 ou 99% des Français et des gens du monde entier, de ceux qui se lèvent le matin tôt, qui vont travailler, souvent dans des métiers compliqués, des métiers durs. Moi, j'ai vu mes parents faire des métiers durs, j'ai vu mon entourage familial dans des métiers qui n'étaient pas faciles. Mon grand-père était maquignon, boucher. Enfin, voilà, je suis issu d'une famille de la classe ouvrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... alors après, il y a l'état de notre pays, mais je ne vais pas faire de politique. Et il y a aussi les nouvelles générations aussi, comment le fonctionnement de ces nouvelles générations. Je ne dis pas qu'elles sont moins bien ou qu'on était mieux qu'eux, c'est différent, parce que nous et nos parents, c'était différent. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à se comprendre et qu'on se retrouve plus ensemble en fait sur des valeurs assez essentielles que sont le respect de l'un de l'autre, la compréhension de l'un de l'autre, cette valeur du travail aussi. Et je dis pas qu'il faut aimer son patron, je dis pas qu'il faut, mais c'est quand même ça fait quand même un peu partie de notre vie, tout ça, quoi. C'est, même si qu'on le veuille ou non, pour vivre, il faut aller bosser, il faut se lever le matin. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on les perde, ces valeurs-là? Je sais pas, on est dans un monde peut-être plus virtuel. C'est une réalité. Aujourd'hui, on passe tous, moi le premier, et pourtant qui ne suis pas fan de tous ces réseaux sociaux, je suis très peu actif, mais un petit peu, je passe, même si j'y passe que 10 minutes par jour, c'est 10 minutes de perdu, en fait, c'est 10 minutes de trop. Je crois qu'on est en train de... On s'éloigne, en fait, on s'éloigne les uns des autres, on n'essaye plus de se parler directement et de se comprendre, parce que si on passe du temps ensemble, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se comprendre, et je saurai... si on peut être copain ou pas. Et si on ne peut pas être copain, bah, tant pis, tu vas faire ta vie, je vais faire la mienne. Et c'est comme ça, mais je ne vais pas t'insulter à travers des masques ou des filtres. Donc, moi, je trouve... Alors, quand on dit ça, est-ce qu'on est devenu un vieux con, ou est-ce que, justement, il y a eu un switch de génération où l'humanité a basculé dans autre chose avec la technologie? Alors, je pense que la technologie a apporté des changements immenses, mais des changements en bien aussi. Voilà, la technologie réussit à faire des choses incroyables. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je pense que tu as déjà essayé, comme moi, à taper sur des moteurs d'intelligence artificielle. Ça fait des choses qui sont quand même incroyables. Donc, ça va nous faire avancer et faire des progrès qu'on aurait peut-être, nous, pas vus. Mais... il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui vont s'en servir pour faire du mal, pour faire des choses qui ne sont pas bien. Donc il y a aussi les deux côtés. Il y a l'intelligence artificielle et la connerie réelle. Et exactement. Donc voilà, mais non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne veux pas comparer les époques, en fait, parce que qui je suis pour comparer les époques, et je sais que ma génération, ta génération, elle était différente de celle de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Alors je ne veux pas dire qu'on était mieux ou qu'on est moins bien, mais je crois qu'aujourd'hui on a plus de mal à se retrouver, en tout cas plus de mal à se parler directement et à se dire les choses, voilà, des vraies choses, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord, sinon ça serait triste comme monde, voilà, ça serait un peu trop lisse, quoi. Et comment est-ce qu'on passe de tourneur-fraiseur à star du rugby? Comment ça se... Le hasard de la vie, les rencontres. Généralement, j'aime pas parler, donc là, j'ai envie de te faire parler pour connaître ton histoire. Je te découvrirai plus tard, mais je crois que chaque chemin de vie est fait de rencontres. Voilà, moi, j'ai eu la chance d'être un peu meilleur que mes copains dans mon petit village de Beauvallon, dans la Drôme. Et puis, je suis allé jouer dans le club qui était un peu plus grand à côté, Valence. Voilà, qui était en 2e ou 3e division à l'époque, chez les jeunes. Hein. Et dans cette équipe de jeunes, il y avait un garçon qui s'appelle Arnaud Chazalet et son frère. Et son frère jouait à Bourgoin-Jallieu, chez les pros, était capitaine des pros, donc son grand frère descendait le voir et il m'a remarqué. On était en 96, 97, le rugby commençait à devenir professionnel, donc les clubs, les gros bastions forts allaient chercher à 100 km autour les jeunes talents. Et Alexandre s'est dit avait remarqué que j'avais peut-être quelques qualités. Donc le manager de Bourgoin m'a appelé, il m'a dit viens, je suis monté, il m'a serré la main. Et je crois qu'au moment de cette poignée de main... T'as su.
Non, lui a su. D'accord. Moi, j'ai pas su. Lui a su. Moi, je savais pas ce que je devais faire là. Parce que moi, le sport, le rugby, je l'avais commencé 3 ans auparavant. C'était vraiment plus un prétexte pour faire la fête et puis pour passer du temps avec mes copains. C'était pas pour devenir professionnel. Moi, le sport est pas présent dans ma famille, en fait. Je pense que mes parents, quand il y avait des rencontres sportives, et même mon entourage familial au sens large, dès qu'il y avait du sport, je pense qu'ils fermaient les fenêtres, on se barricadait pour pas le voir, en fait. Mis à part la Formule 1 qu'on peut regarder le week-end pour faire la sieste, le dimanche, tu vois, ils regardaient le départ et puis se réveillaient pour l'arrivée. Mais il y a quand même une prédisposition génétique. Oui, mais ça... Est-ce que dans la famille, tout le monde est balèze? J'ai des générations précédentes, les aïeux qui sont... J'avais des arrière-grands-parents qui étaient un peu solides, 2 mètres, 150 kilos. Ils sont dans Game of Thrones, quoi. Ouais, exactement. Mais après, c'est des rencontres. Voilà, Michel m'a dit, viens, je suis venu. Il m'a laissé me tromper la première année. J'ai joué avec les espoirs. Il m'a fait toucher du doigt le haut niveau en me faisant faire une dizaine de matchs. Il m'a laissé faire un peu ma jeunesse, sortir, voilà, faire tout ça. Et puis de temps en temps, il me prenait par la manche. Il me disait, Sébastien, je pense que tu as quelques qualités. Donc c'est à toi d'en prendre conscience. Et j'aurais beau te dire ce que tu veux, c'est ton choix et c'est ta décision. Voilà, j'ai fait le choix d'arrêter les à côté, de me consacrer à 300% au rugby. Puis ça a plutôt bien marché. Après, à un moment, tu es devenu un héros national. Juste incroyable. Pas un héros. Une mascotte. Oui, une mascotte. Voilà, parce qu'un héros, on va plus prendre Antoine Dupont aujourd'hui qui marche sur l'eau et qui est un extraterrestre sur les terrains de rugby. Voilà, lui, c'est un héros national. Mais oui, moi, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et puis, j'ai eu la chance de faire 2007, la Coupe du Monde en France, même si on ne l'a pas gagnée. Historique. C'est génial. Il y a eu un engouement. Les Français ont découvert ce sport. Ils ont découvert que c'était, oui, un sport un peu de brut, mais qu'on était plutôt sympa et qu'on pouvait passer du bon temps dans un stade. Donc non, ça, c'est cool. Tu as connu le rugby, l'époque où le rugby, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Maintenant que c'est en train de devenir très gros, que ça fait des audiences monstres à la télévision, que ça y est, les sponsors sont là, qu'on a des méga stars, qu'on a des Antoine Dupont. Ouais. Il y a le revers de la médaille, c'est la politisation. Il y a des gens qui veulent récupérer le rugby. Ouais, notamment dans le dernier match où des gens disent les rugbyman, ils sont plus patriotes que les footballeurs. Ouais, ça a toujours été. De toute façon, on veut opposer tout le monde aux footballeurs. Donc, ouais. Donc c'est vrai que... ça va où, ce truc-là? Je comprends pas. Parce qu'on aime bien faire des oppositions, on aime bien comparer les choses. Alors après, nous, on a un sport, tu le dis, c'est juste, mais en fait, c'est complètement faux. On a un sport qui est populaire, mais on a un tout petit sport. On a un sport qui est joué dans une dizaine de pays dans le monde. Contrairement au foot, où de partout tu trouves du foot. Et encore, dans ces 10 pays dans le monde, c'est jamais le sport numéro 1. Je crois que même en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, il y a plus de licenciés de foot que de rugby. Donc ça va nous protéger, même si on voit qu'il y a des sponsors, qu'il y a de l'argent. On a atteint un plafond, voilà. On a atteint un plafond qui va préserver notre sport de toutes ses valeurs. Et ça c'est fantastique. Alors, on a des superstars comme Antoine Dupont, et c'est génial qu'il soit français. On a de la chance de pouvoir le voir évoluer tous les week-ends et qui porte et qui amène cette équipe de France. Mais il n'y aura pas beaucoup de dérives dues à l'argent, dues à la médiatisation. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le fonctionnement de ces jeunes générations. Oui, ils sont plus connectés aux réseaux sociaux et tout ça. Peut-être que ça peut les amener un petit peu vers de l'individualisme, alors que le rugby, par essence, est un sport de combat collectif. Voilà, et que tous mes managers m'ont dit, si l'équipe réussit, a du succès, ça rejaillira sur l'individu. Voilà. Et il ne faut pas que les dérives de tout ce qui est à côté fassent que certains veuillent aller trop vite et veuillent s'accaparer. Et si on lit entre les lignes dans ce que tu viens de dire, ce qui a l'air d'agacer le plus les joueurs de rugby, et ce qui fait le plus de mal au rugby, c'est l'opposition. C'est qu'on les oppose aux autres. Oui, bien sûr. Mais il y a des cons dans les joueurs de rugby, il y a des cons dans le rugby, il y en a de partout. Ça, malheureusement, on n'est pas préservé de ça. Il y en a dans toutes les cases de la société. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont idiots. Et au rugby, c'est pareil. Je crois que c'est dans sa globalité et dans ses valeurs que le rugby parle aux gens. Il y a Antoine Dupont qui a fait la couverture du magazine Têtu. Est-ce qu'une libération de la parole, ça commence à arriver? Quand il dit plus de tabou, ni de honte. Quand lui, il s'engage pour qu'on puisse être qui on a envie d'être
dans le sport de haut niveau? Ouais, mais je crois quand même que le rugby porte ses valeurs depuis longtemps. On a quelques grands noms du rugby mondial qui ont fait, je pense à Gareth Thomas, qui avait fait son coming out. Ouais, dans le rugby, il y a vraiment cette... ça fait longtemps qu'on est dans l'acceptation de la différence. Parce qu'il y a des petits, parce qu'il y a des petits gros, il y a des grands tout maigres. On a à peu près tous les profils. Je parle physiquement. Donc à partir du moment où tu passes là-dessus, tu passes sur tout le reste. En fait, c'est pas très très important. Sois qui tu es, sois heureux. Pourquoi je vais aller parler de ta sexualité? Ce que tu fais et ce que je fais me regarde moi. Ce que je comprends pas encore aujourd'hui, des familles ou des parents qui jugent leurs enfants sur leur sexualité, par exemple. Voilà, c'est sa vie personnelle, c'est sa vie privée, ça ne me regarde pas. Donc voilà, je pense que dans le rugby, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Alors c'est sûr qu'il y a des sujets qui prennent plus de temps à s'ancrer et à s'ouvrir au monde, mais en tout cas, la différence est acceptée et bien acceptée dans le rugby. Il y a eu un moment où tu ne veux pas dire que tu as été une star, mais tu as été une star, tu préfères dire mascotte. Qui dit mascotte dit pub. Et des pubs avec Sébastien Chabal, on en a trouvé des pas mal. Mais c'est Sébastien Chabal! Ouais, c'est moi. Tu veux un autographe? Non. Give the gift your lover really wants. Introducing Chabal Bear. Bonjour, c'est Sébastien Chabal. Pour la Saint-Valentin, dites je t'aime. Oui, revend plus cher votre terrain? Ouais, c'est ça. Et moi, je suis la fée clochette. Stop right there. Don't even think of pressing that button. You guys need to try Currency Fair. You could get more for your money. Et voilà. Alors bon. Ouais. Les publicitaires aiment bien me déguiser. Ouais. Eh ben ça tombe bien, on en a un pas mal. Baboumba. Et Boumba. Et Boumba. Baboumba. Et Boumba. Il faut assumer, hein. Ouais. Ça, c'était pour le Rugby 7, ça, de Hong Kong. C'était assez canon. C'était quoi ton costume préféré? C'était la banane, le pharaon? J'avais celui où j'avais je sais pas si on le voit, où j'avais un petit poulet là, oui. Qui court là. Donc, celui-là aussi, le sumo en ballerine, c'était pas mal. J'aimerais te faire découvrir quelque chose sur lequel on a cliqué. Ça s'appelle On a cliqué pour vous. Et c'est un animé culte qui revient. C'est Ranma 1/2. Vu qu'on est à fond dans les transformations, ça peut te parler. Attention Nostalgie 3000, Ranma 1/2 est de retour dans une nouvelle version animée qu'on a bingé en un soir tellement c'est réussi. Oui, je sais, gna gna gna, c'est encore un remake, mais voilà. Déjà, l'histoire n'a pas pris une ride, on suit les aventures de Ranma, un garçon qui devient fille au contact de l'eau froide, et qui redevient garçon au contact de l'eau chaude. Tout ça parce qu'il s'est un peu foiré à l'épreuve des poteaux lors de sa participation à Koh-Lanta. Et ouais, désolé Denis Brognard, mais à côté de Ranma, ce que vous faites faire à vos candidats, c'est un peu de la gnognotte. Ah! Bref, on est sur une thématique qui ne plaira pas beaucoup à ceux qui pensent que le Wokistan est vraiment un pays d'Europe centrale. En plus de ça, Ranma va finir par tomber amoureux de Rakan et dans leur lycée, ça va faire tout un fond. Pas pour des histoires de genre, non, juste comme quand Drazik a commencé à sortir avec Anita dans Art Claqueur à vif. Bah là, c'est pareil, mais avec des combats franchement jouissifs dans tous les sens. Un humour délicieux, mi-absurde, mi-grivois. Et bien évidemment, ce fameux papa qui se transforme en panda. Y a aucun temps mort, genre là quand tu penses que Ranma va pouvoir se détendre tranquillement dans son jacuzzi. Bah non, c'est pas du tout la même quiétude que moi quand je suis dans un bar japonais à Meribel. Ajoutez à ça des graphismes prodigieux, géniaux, sublimes, on adore. Mais c'est normal qu'on adore, ça sort de l'ultra réputé Studio Mappa. Et vous comprenez pourquoi on met 10 sur 10. Bisous! Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel Sébastien Chabal pourrait raser sa barbe? Est-ce que des fois tu te dis j'ai juste envie d'être incognito, qu'on me regarde pas, et t'as juste à faire enlever la barbe et ça y est? Il faudrait que je puisse la remettre parce que je l'aime bien quand même. Ah. Puis c'est bientôt Noël. Je vais en avoir besoin. Il y a du taf. Je vais en avoir besoin pour délivrer les cadeaux. Mais la notoriété, est-ce qu'à un moment t'as juste envie que t'arrives à couper?
Alors j'y arrive, hein. J'y arrive très bien parce que je suis plus souvent chez moi et je suis pas de toutes les soirées, je fais pas tout ça en fait. Moi je vis. Tu viens plus aux soirées? Non, j'ai arrêté. J'ai plutôt une vie très rangée, très calme. Donc ça va, je me préserve en me cachant. Et ça me va très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sébastien Chabal, Merci bravo bien. pour tout ce que tu entreprends, pour tout le parcours et pour ce magnifique moment qu'on a passé ensemble. C'était excellent.